Vous allez avoir 10 minutes de présentation qui seront suivies donc de questions et discussions. La personne, le rapporteur de votre rapport de stage émettra peut-être donc des modifications à apporter à votre rapport de stage. Donc, vous devez prendre note de ces modifications-là, corriger le rapport et déposer une version définitive en octobre. D'accord. Sans quoi vous ne pouvez pas avoir votre diplôme. Donc, si vous êtes prête, on va passer à votre présentation. Présentation de la structure. Le service de pédiatrie du CHREN est délimité à l'est par le service de cardiologie, à l'ouest par le SAU, service accueil urgence, au sud par la médecine interne, au nord par la chirurgie. Il compte 2 bâtiments R+1 composés d'une unité d'urgence, d'une unité de néonatologie outboard, de 4 salles d'hospitalisation et d'un CREN. L'unité de néonatologie une borne. L'unité de néonatologie une borne faisant une partie intégrante du service de pédiatrie, mais située au niveau des bâtiments de la maternité. Elle est composée de 3 couveuses d'une capacité de 2 bébés par couveuse, de 2 lits de réanimation, de 3 berceaux d'une capacité de 4 bébés par couveuse. De l'allaitement, c'est-à-dire alimentation par voie orale, nous avons 2 cas. Si le réflexe de succion et déglutition est absent et présent, le bébé est mis sous sein et sa ration est complétée avec du lait maternel ou avec du lait artificiel préparé. Donc nous avons là une image de gavage. Donc, les 2 types de lait qui sont donnés, nous avons à ma gauche le lait pour prématuré qui a comme nom commercial pré-nursé et le lait pour enfants normaux qui a comme nom commercial ici le NAN1. Donc ces 2 laits-là sont donnés en fonction du poids du nouveau-né. Si son poids est inférieur à 2,5 et supérieur à 3,5, on lui donne du lait pour prématuré. Et entre 2,5 et 3,5, on lui donne le NAN1, c'est-à-dire le lait pour enfants normaux. La différence entre ces 2 types de lait, c'est que le lait pour enfants normaux aide au gain de poids, tandis que le lait pour enfants prématurés, il va aider juste à rétablir les fonctions digestives de l'enfant. Donc, dans le deuxième cas, nous avons, si le réflexe de succion et déglutition est absent ou faible, le nouveau-né reçoit sa ration par sonde nasogastrique de gavage. Donc là, avant le gavage nutritionnel, il faut à chaque fois vérifier si le bébé a déjà digéré la ration précédente. Donc là, on va effectuer une aspiration à l'aide d'une seringue. La nutrition s'effectue chaque 3 heures avec les indications du médecin. Donc le volume est donné par le médecin. Recommandation au personnel et responsable de l'unité. Améliorer la qualité de rédaction des dossiers médicaux parce que comme je vous l'ai dit tantôt, nos données ont été relevées sur les dossiers médicaux. Malheureusement, nous n'arrivons pas totalement à lire les écritures des médecins, surtout pour le volume donné. Par exemple, il faut écrire 25. Tu ne sais pas si c'est 25 ml ou 35 ml. Si tu donnes 25, c'est moins. Si tu donnes 35 ml de lait, ce sera plus, ce qui n'est pas bien pour le bébé. Mais veuillez au respect du volume et type de lait à donner, car le volume et type de lait est spécifique à chaque nouveau-né. Respectez les bonnes pratiques de gavage. Veillez à l'hygiène corporelle des nouveau-nés. Aux autorités politiques en charge de la santé, dotation du service de pédiatrie en couveuse et berceuse, renforcer le matériel de réanimation, formation des infirmières et sages-femmes à la nutrition infantile. À cela, nous allons aussi ajouter une recommandation. La sonde nasogastrique. Toi, est-ce que tu as, dans les activités que tu as eu à faire, tu as participé à ça? À la pose de la sonde. À la pose de la sonde, la façon de nourrir l'enfant. Si. Qui a aidé ton rôle ici? Là, cette image, je l'ai prise. C'est ma main qu'on voit ici. Oui. Donc là, tu aspires. Oui, je fais une aspiration. Mais dans la sonde, tu as posé ça? Non, je n'ai jamais posé de sonde. Hein? Je n'ai jamais posé de sonde. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça, c'est un acte médical, il ne faut jamais faire ça. Même si on vous demande de le faire, il faut le faire. Et aussi, sur la différence entre les 2 laits, comme il l'a évoqué, ce serait bien de mettre 2 tableaux avec la composition de chaque lait et de montrer pourquoi le lait, non, là, ce sera pour la croissance, parce que normalement, il sera plus énergétique, donc on aura plus de glucides, plus de lipides, qui sont des éléments énergétiques. Et l'autre lait, la composition peut-être va renfermer plus de micronutriments, etc. Et ce sera pour un peu lutter contre le système immunitaire, activer le système immunitaire, etc. Il faut sortir les 2 compositions et les éléments qu'il y a dans les compositions là qui expliquent à quoi ce lait-là
sert, si ce n'est sert à la croissance, pourquoi ça sert à la croissance à partir des éléments que tu as. D'accord. Alors, sur la bibliographie, aussi il est revenu sur ça, on n'a pas de statistiques. Tu traites la néonatologie. Les enfants prématurés, les enfants qui entrent dans cette unité, il y en a combien? Les enfants? Qui entrent dans cette unité-là. Le nombre de patients qu'on a eu sur les 2 mois. Bon, de façon générale, je dis de façon générale, les prématurés, etc. Tout ça. Si. Donc, il faut avoir. Cette courbe-là. Ça, ce sont tes résultats que ok. toi tu as eu. Mais de façon générale, est-ce que c'est un problème Ah, d'accord. dans le pays? On peut même aller dans le pays. Est-ce que c'est un problème? Symbiose est une organisation non gouvernementale qui est créée en 1998. Son siège social se trouve à Nioro-du-Rip, dans la région de Kaolack. C'est une organisation d'appui au développement local qui accompagne les acteurs ruraux pour une contribution à la réalisation d'une sécurité alimentaire et de la préservation de l'environnement pour un développement concret qui est durable. Je vais passer aux travaux effectués. Activité 1, éducation nationale. Méthode d'intervention. Nous avons opté pour l'éducation non formelle des adultes à travers les champs écoproducteurs. Pour le lieu, nous avons l'activité d'éducation nationale se passer dans une maison, non loin des champs, à l'abri de la chaleur et du manque d'ombre. Pour les outils, l'outil de base était le guide d'éducation nutritionnelle. Nous avons aussi utilisé un tableau d'illustration pour les enseignements. Les thématiques d'enseignement. Les thématiques sont réparties en 10 thèmes et chaque thème a ses objectifs spécifiques. Les méthodes d'animation sont presque les mêmes à quelques exceptions près. Les méthodes d'animation sont susciter une discussion de groupe avec des questions-réponses, réponses proposées par l'animateur, des conseils donnés par l'animateur, restitution au tableau et vérification des notions acquises. Le programme d'enseignement, thème 1, aliments et nutriments. Ce thème avait pour but de former les femmes à pouvoir classifier les aliments et aussi de connaître les différents types de nutriments. Thème 2, régime alimentaire sain et équilibré. Ce thème avait pour but de former les femmes à pouvoir diversifier leur alimentation et aussi à identifier les stratégies à faible coût pour aussi diversifier l'alimentation. Thème 3, les causes de la malnutrition. Ce thème avait pour but de former les femmes, de renforcer la connaissance des femmes sur la malnutrition, de les permettre de connaître les types de malnutrition et aussi de connaître les personnes les plus à risque. Et aussi de connaître les stratégies que l'on utilise pour la lutte contre les carences. Thème 4, quelques bonnes pratiques de préparation et de cuisson des aliments. Ce thème, composé de 2 sessions, de 2 heures de temps et de 4 heures de temps, avait pour but de former les femmes sur les bonnes pratiques de préparation et de cuisson des aliments. Méthode d'animation de la session 2. Nous avons fait des rappels sur la session précédente qui portait sur les mauvaises pratiques et de préparation des aliments. Et nous avons fait une démonstration, nous avons cuisiné un plat de dougoubou-djen, mille au poisson. Et voici les photos qui illustrent la démonstration culinaire. Là, nous avons le dougoubou-djen ou mille au poisson. Ces 45 jours de stage m'ont permis de renforcer mes compétences en communication pour le changement de comportement, mais aussi de m'améliorer, mais aussi de me perfectionner sur la langue wolof. Les difficultés rencontrées. Pour le manque de matériel, fiches non imprimées, manque de table d'affichage, marqueur, j'ai dû utiliser mon téléphone portable. La pratique. Un tableau appartenant à la classe d'alphabétisation mise en place par l'ONG et la CRE pour pallier à ce problème. Manque d'hommes dans les champs pour dérouler l'activité d'éducation à travers les champs agroproducteurs. J'ai dû délocaliser les séances dans une maison spacieuse près des champs, pouvant accueillir une 50aine de femmes. Manque d'électricité, village non électrifié, problème apporté, les solutions apportées, néant. Dans une production, maintenant, il fallait voir un peu, faire des analyses pour voir un peu l'apport nutritionnel de cette production de farine. D'abord comparer à l'apport de votre farine, peut-être c'est déjà un début pour convaincre qu'il y a plus de nutriments dans votre farine, dans votre transformation que par rapport à la transformation initiale. Et au-delà, comme l'a dit le docteur Mbodj, s'il y a une possibilité de faire des tests, ça c'est encore beaucoup plus lourd.
c'est encore beaucoup plus lourd de le faire. Mais rien que les analyses chimiques, biochimiques, les analyses chimiques, etc., pourraient peut-être convaincre les femmes. Et en tout cas, félicitations pour le travail accompli. Et j'espère que vous avez bien appris, comme vous le dites, et que vous pourrez dans le futur faire des transformations par vous-même, ou bien pourquoi pas créer votre structure vous-même, étant donné que vous maîtrisez un peu le processus et avec des farines enrichies et être un entrepreneur. C'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, merci Madame la Présidente du jury. Je vous rends la parole. Très bien, vous avez pris des initiatives. On vous félicite par rapport à ça, c'est très bien. Mais vous avez des enseignants dans le département qui s'y connaissent dans le domaine. Donc quand vous devez prendre certaines initiatives, peut-être votre encadreur, il ne sait pas comment, il n'a pas la formation pour. Vous avez vos professeurs qui sont là, donc vous pouvez vous rapprocher d'eux, poser des questions. Cela permettra de vous aider, de vous mettre sur les rails. Et donc les choses, vous allez très bien les faire et, pour le bien de la population. Hein. Parce qu'il ne faut pas aussi les traiter comme des cobayes, faire des tests sur eux. Vous vaudrait mieux, donc, comme les choses ont été définies et que, par exemple, Dr Khadim Mbodj s'y connaît très bien, donc vous aurez pu vous rapprocher de lui pour qu'il puisse vous aider à mettre en place un protocole. Pour les objectifs, puisque le problème c'est des pertes post-récolte qui vont de 20 à 40%, l'objectif général de cette étude a été de limiter les pertes post-récolte. Et pour ce faire, on va passer par l'amélioration des pratiques post-récolte. Ensuite, chercher à transformer la mangue en des produits beaucoup plus stables. Et enfin, améliorer en même temps l'économie des producteurs nationaux. Pour effectuer cette étude, nous avons utilisé des matériaux et une matière première qui est la mangue Djek Bougat que nous avons là. Cette photographie, nous l'avons prise au marché Diola de Pékin où on a acheté cette variété de mangue. Ici, nous avons les matériaux utilisés. La colorimètre qui nous a permis de suivre l'évolution de la couleur. Le réfractomètre qu'on a là-bas, qui nous a permis, qu'on a ici, qui nous a permis de suivre l'évolution du degré Brix de la mangue. Ici, nous avons une blanche et ici le pH mètre pour mesurer l'évolution du pH durant le suivi. Et là, une blanche pour mesurer. C'est la même blanche qu'on a ici, mais ici, c'était pour le suivi du poids. Ici, nous avons quelques étapes de la préparation des produits. Là, on était en train d'épulser et de dénoyer les mangues. Là, on mixait pour avoir la purée. Et ici, on conditionnait dans des paquets de 1 kg de mangue avec une soudeuse. Là, c'est le résultat qu'on a. On a 5 paquets de 1 kg de mangue. Là, on a quelques étapes de la préparation du nectar. Là, on a fait une pasteurisation artisanale. À petit feu, on a chauffé le produit et on plonge dedans un thermomètre pour voir. On l'a fait pendant 5 minutes pour faire une pasteurisation de 90 degrés à 5 minutes. Pour ce qui est de votre sujet, je pense, vous dites que qui vous a encadré? Gay. Ok, je pense que vous avez fait à l'ITEA, bon, que je connais très bien. Je sais que c'est un des laboratoires les plus performants, le labo de fruits et légumes. Et pour ne pas dire en Afrique de l'Ouest. Et malheureusement, entre guillemets, votre étude, vous êtes nutrition et alimentation. Vous pouvez bel et bien avoir un tel sujet, mais l'orienter dans un sens. Par exemple, si vous avez voulu travailler un peu sur les mangues, la variété de cette mangue, vous voyez qu'il y a un changement, une déperdition qualitative, je peux dire, une acidité. Vous avez parlé tantôt de la dégradation de la vitamine, je pense que c'est la vitamine C, voilà, qui conduisait à l'acidité. OK? Introduction.
Entre 2006 et 2007, la Sonacos a été le premier exploitant d'arachide au Sénégal, le leader mondial d'exportation d'huile à base d'arachide comme produit principal et tourteau d'arachide comme produit secondaire. L'huile à base d'arachide a un taux de 62%, ce qui positionne l'huile d'arachide du Sénégal comme une des huiles les plus riches en acide oléique après l'huile d'olive. Raison pour laquelle cette société a été la première société agroalimentaire du Sénégal, principal partenaire des agriculteurs de la filière arachide et la première société d'huile table au Sénégal. L'huile à base d'arachide offre des qualités organoleptiques particulières et a une tenue en cuisson à des températures élevées. Processus de la réception des graines à la production d'huile brute et de tourteau d'arachide. Tout commence d'abord à la réception. La Sonacos a deux lieux. Un lieu où elle stocke ses graines appelées les sécos et un autre lieu de transformation. Comment la Sonacos fait pour avoir ou pour acheter ces graines? La Sonacos utilise deux systèmes, à savoir le système appelé Sonagraines, c'est-à-dire c'est la société elle-même qui se déplace avec ses moyens et financements pour aller acheter des graines. L'autre système appelé carro-usine, c'est-à-dire ce sont les vendeurs et les agriculteurs qui viennent au sein de la Sonacos pour vendre les arachides. Maintenant, ces arachides, une fois stockés, vont être protégés par des produits phytosanitaires, à savoir l'actélis 2% et le phosphatin. Maintenant, la Sonacos utilise des camions pour transporter ces graines au niveau des lieux de transformation. Une fois arrivés dans ces lieux, les camions déversent le contenu et c'est cet appareil, cette machine qui va servir de faire le triage, d'enlever les impuretés et les graines propres sont acheminées directement au niveau des magasins appelés les silos. Et ces magasins sont directement en communication avec l'atelier appelé décortiquage où à l'aide des décortiqueuses permettent de décortiquer les graines d'arachide. Maintenant, dans cet atelier, on aura 4 circuits, à savoir le circuit son, le circuit grabo et graines d'arachide et les circuits coque. Maintenant, le circuit coque, les coques vont être acheminés directement à la centrale thermique qui fournit de l'électricité et de la vapeur pour le bon fonctionnement des ateliers. Maintenant, le circuit grabo et les graines décortiquées vont être directement transportées à l'atelier presserie où on va fabriquer cette huile, appelée huile presse. On aura là-bas l'huile presse et les écailles, mais ces écailles contiennent toujours d'huile, à savoir 14%. C'est la raison pour laquelle on va les amener directement à l'atelier extraction à l'aide pour utiliser l'hexane pour extraire toute l'huile contenant dans ces écailles. Donc il faut utiliser cet hétéros pour le faire parce que vous avez eu des cours par rapport à ça. Et donc il faut utiliser cet hétéros. Et vous avez parlé de beaucoup de choses dans le document. Parce que la présentation de l'entreprise, de ce que fait l'entreprise, a occupé plus de place que ce que vous avez fait dans l'entreprise. Et nous, en fait, nous, ce qu'on juge, ce qu'on essaie de juger, on va dire, c'est ce que vous avez fait. Et donc, la présentation de la Sonacos, de ce qu'on fait à la Sonacos, de tout le processus que vous n'avez pas fait, ça, c'est pas vous qui le faisiez. Et donc, ça a pris plus de place dans votre rapport que ce que vous avez eu à faire. L'ancien maire et ministre de Santé, feu M. Mamadou Diop. Son nom est une forme d'hommage rendu au fils de Senghor, qui a perdu la vie sur cet endroit même suite à un accident de la route. Je me suis permise de faire quelques infrastructures pour mieux vous expliquer le secteur d'activité et le centre. Comme vous le voyez, de la grande portail jusqu'à la morgue, en passant par l'écueil, excusez-moi. En passant par l'écueil, nous avons une large gamme de consultations, une large gamme de choix. Ici, nous avons le laboratoire, la radiologie, le service du diabète et de l'hypertension artérielle,
le service gynécologique, le cabinet dentaire, etc. Le centre de santé dispose plusieurs consultations. Il a été mis en place pour aider les habitants de la commune, vu que l'ensemble des hôpitaux se trouve en ville et que le temps presse. Ils ont mis en place le centre de santé Philippe Maguilène Senghor, qui est et reste toujours le premier centre de santé public dans la commune de Yoff. C'est ici que nous avons séjourné lors de notre stage. Ici, on a deux salles, une salle pour les vaccinations et une salle où on tient les séances de causerie. Et ici, c'est, disons, la salle d'attente. Les travaux effectués. Notre mission consistait à prendre les carnets de santé dès le matin posés dans une table à l'entrée même de la salle. Nous allons numéroter les carnets suivant l'ordre d'arrivée et faire un tri. Le tri consiste à séparer les carnets selon les rendez-vous de pesée, les rendez-vous de vaccination et autres motifs. Parce qu'ils voient les gens assis là-bas, les mères avec leurs enfants. Ils pensent que c'est le service de la pédiatrie. Très souvent, les autres motifs, c'est ça. Et ce n'est qu'après le triage que pourra débuter l'activité 1. La suivi et la croissance. Le matériel utilisé, ici on a deux balances électroniques de précision de 10 à 100 grammes pour les balances de moins de 2 ans, position couchée, et la balance électronique de plus de 2 ans avec une précision de 100 à 1000 grammes pour les enfants de plus de 2 ans. Nous avons utilisé aussi deux toises en bois, position verticale pour les enfants de plus de 2 ans et position horizontale pour les enfants de moins de 2 ans, graduées en centimètres. Ici, nous avons le ruban pour prendre le périmètre brachial des enfants de plus de 6 mois. Et là, nous avons les tables de score utilisées pour évaluer le statut nutritionnel des enfants. Ici, ce sont des boîtes de vitamine A et de albendazole. Au milieu, c'est la boîte à capsule bleue de 100 000 unités pour les enfants de 6 mois. Et ici, c'est la supplémentation de vitamine A en capsule rouge de 200 000 unités pour les enfants de plus de 1 an. Et là, c'est l'albendazole pour les enfants à partir de 1 an. La méthode. Les séances de pesée comportent à la fois la prise du poids, la prise de la taille et le périmètre brachial si nécessaire. Ici, on déshabille l'enfant jusqu'à la culotte ou jusqu'au sous-vêtement le plus léger possible pour ne pas fausser la mesure. On attend que l'enfant se calme pour communiquer la mesure à l'infirmière qui va ensuite le noter sur le carnet de rendez-vous de l'enfant. Et si l'enfant ne se calme pas ou est excité, on procède par la méthode de double pesée. On prend d'abord la mesure de la mère, puis celle de la mère et de son enfant. Et on soustrait les deux résultats pour avoir le poids du bébé. Durant ces séances, nous n'avons pas eu recours à utiliser beaucoup de matériel, juste des images plastifiées à titre informatif pour les parents, des jouets pour enfants pour que les parents puissent se concentrer sur le thème du jour. Voilà à peu près une image illustrant une séance de causerie. On se met devant les tuteurs ou parents, on leur communique le thème du jour, puis on leur distribue des images à titre informatif. Après, on leur demande ce qu'ils voient ou bien ce qu'ils ont pensé après avoir vu ces images, puis on entre dans le vif du sujet. Et après, c'est la série de questions-réponses. En conclusion, je peux dire que mon séjour au département du programme élargi de vaccination et de la malnutrition de l'enfant consistait à prendre quotidiennement les mesures anthropométriques des enfants, de les scorer, c'est-à-dire, ils appellent ça comme ça, scorer, de les mettre sur les tables de jeu de score et ensuite évaluer leur état nutritionnel et leur donner des soins si nécessaire, parce que le pédiatre disposait de quelques aliments thérapeutiques pour les enfants qui souffrent de mal. Et l'élaboration de ce rapport a pour principale source les différents enseignements tirés de la pratique journalière des tâches auxquelles j'étais affectée. Enfin, les nombreux entretiens que j'ai pu avoir avec les autres personnels des autres secteurs m'ont permis de donner ce rapport en termes de cohérence, mais aussi ça m'a permis de savoir la complexité de la nutrition car faisant intervenir plusieurs domaines dans sa gestion. Nous avons organisé des soutenances
du 19 au 21 juin, 21 juin passé. C'est dans le cadre de l'obtention, bien entendu, de la licence en nutrition et alimentation. Je rappelle que nous avions 2 licences, la licence nutrition humaine et diététique et la licence nutrition et sciences des aliments. C'est dans ce cadre que nous avons organisé des soutenances durant la période allant du 19 au 21 juin avec 47 étudiants qui avaient au préalable, qui avaient fait des stages un peu partout au Sénégal dans une quinzaine de structures. Il y a des structures qui tournent autour de l'alimentation de manière globale et également des structures hospitalières pour la prise en charge des enfants malnutris. C'est l'occasion de les remercier vivement parce que sans eux, nous n'aurions pas eu cette possibilité d'organiser des soutenances. La soutenance est sanctionnée par une note qui, avant cette note, rappelons que les étudiants étaient dans différentes structures et les professeurs qui les ont encadrés dans la structure ont également envoyé une note d'évaluation sous pli fermé. Donc, c'est déjà 2 notes, plus une 3e note qui est la note du document en tant que tel, parce que le document est lu par un professeur du département et corrigé, qui a suivi le travail. Donc, l'étudiant se retrouve à la fin avec 3 notes, la note de son encadreur dans la structure, la note de son document et la note de soutenance. Les 3 notes seront utilisées pour valider la dernière UE, l'unité de formation de la maquette qui est séjour en milieu réel. Donc c'est une UE très importante de 15 crédits qui est répartie en ces 3 notes. Donc au final, on se réjouit du déroulement, vraiment des soutenances. Tout s'est bien passé. Nous avions travaillé dur avec les étudiants et tous nos partenaires qui nous ont accompagnés. Et ça a été vraiment une réussite totale, avec la satisfaction de tous ceux qui ont participé. J'en profite également pour remercier l'UFR qui nous a appuyés financièrement dans l'organisation un peu de cet événement. Pour revenir à ces étudiants, bien sûr, après la soutenance, malheureusement, il y a une interruption, nous sommes en vacances. Les délibérations étaient déjà faites et il y aura des étudiants qui vont reprendre au mois d'octobre pour les séances de rattrapage, c'est la session 2. Et après cette séance, nous allons faire une délibération définitive et un autre problème va ressurgir, c'est-à-dire les perspectives qu'auront ces étudiants dans leur vie professionnelle ou bien dans leur futur. Et c'est ainsi que nous avions essayé un peu de discuter avec les étudiants sur qu'est-ce qu'ils comptaient faire. Et les réponses majoritaires qui revenaient, c'était de continuer avec un master. C'est dans ce sens que nous avions pris depuis très longtemps, je pense, des contacts avec le laboratoire de nutrition de l'UCAD, la faculté des sciences et techniques de l'UCAD, qui nous a promis quand même de nous prendre quelques étudiants. Des meilleurs, bien sûr. Nous avons également fait la même démarche avec le laboratoire qui se trouve à l'UGB de nutrition, qui également a promis la même chose. À Ziguinchor, on est en train de voir, et même à Bambey, jusqu'à présent, nous avons entamé des démarches. On n'a pas encore de réponse de ces 2 structures, mais nous espérons quand même que nous pourrons aider nos étudiants à pouvoir s'insérer dans le cadre du master, peut-être pas tous. Et en dehors de ces actions aussi, il faut retenir que nous avons un projet très important, un projet Nestlé qui est déjà financé et qui dans ce projet, on nous demande d'encadrer au moins chacun 2 étudiants. On est 3, donc 6 étudiants déjà seront pris par nous dans le cadre des masters. Nous allons déjà prendre 6 étudiants et il y a également beaucoup d'autres étudiants qui, en dehors des masters, pensent déjà à créer leur propre projet. Parce que n'oubliez pas que l'UICN, c'est une université professionnalisante. Donc, ils ont acquis sur le terrain des compétences qui leur ont permis quand même de créer des structures de transformation des produits alimentaires, de contrôle de qualité un peu partout, également de prise en charge des enfants malnutris dans les hôpitaux, etc. Donc, beaucoup de ces étudiants pensent déjà à créer leur propre structure
et n'attendent qu'à la fin que l'obtention de leur diplôme pour demander des financements. Donc nous les appuyons, chaque étudiant a sa vision, et sans compter aussi qu'il y a d'autres qui pensent déjà à aller à l'extérieur avec notamment des préinscriptions. En tout cas, nous aussi, nous allons les accompagner avec des lettres de recommandation. Leur réussite, il faut savoir que leur réussite, c'est notre fierté. La première promotion, quand même, c'est une promotion phare qui doit donner l'image du département de nutrition dans l'UCN. Donc, nous n'avons pas le droit de croiser les bras et de les laisser à eux-mêmes. C'est pourquoi, aujourd'hui, je pense que le plus dur reste à venir, c'est d'accompagner ces étudiants dans leurs insertions professionnelles ou sociales ou du moins entrepreneuriales comme ils veulent, mais on est tenu de les accompagner pour donner un exemple à tous ceux qui vont vouloir embrasser cette filière qui est la nutrition et alimentation à l'UCN. En tout cas, nous vous remercions vraiment de cette opportunité que vous nous donnez pour dire ce qui se passe, ce qui s'est passé durant cette période du 19 au 21. Et avant de clôturer, j'aimerais quand même attirer votre attention que ces étudiants ont eu 3 mois de stage, c'est-à-dire de fin mars à fin juin. On avait arrêté les cours, on les avait laissés faire des stages et ils ont été partout dans le Sénégal, partout, pour pouvoir faire leur stage. Et après ces 3 mois, ils ont tous rendu le rapport et voilà, nous avons pu faire des soutenances.